très content de ce que j'ai fait. Pourtant, pas mal de profs me donnaient perdant. Même déjà à la base au lycée, on me donnait perdant. Tout le monde m'a toujours donné perdant. En fait, j'avais emprunté pas mal d'argent. Et en fait, je suis arrivé au mois de mars. J'avais 20 000 euros de dette, pas de mission. Tous les gens, tu dis, ah oui, les gens qui sont successful, etc. Tous ces gens-là, ils ont échoué 10 000 fois avant d'arriver au succès. Bonjour et bienvenue sur Data Academy, la chaîne dédiée aux formations et success story data. Moi, c'est Charlotte Bimou, je suis docteur en data science. Et avec Emily, on a cofondé Data Academy. Bonjour, je suis Émilie Brenda, data ingénieure. Et comme Charlotte l'a dit, ça fait bientôt 2 mois qu'on a cofondé Data Academy pour justement vous produire des contenus de différentes qualités, des formations, success story. Et aujourd'hui, on a on a le plaisir de recevoir un nouvel invité. Il s'appelle Brice et il va se présenter rapidement pour que déjà les personnes qui ne le connaissent pas puissent avoir une idée. Hello, merci pour cette présentation, Émilie. Du coup, ouais, moi, c'est Brice. Je suis data scientist et data engineer, les deux. Et voilà, aujourd'hui, j'interviens en tant que freelance pour des entreprises, pour des startups du coup ambitieuses qui cherchent à grossir et à exploiter leurs données au maximum. Parfait. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi est-ce que tu as décidé de t'orienter dans la data? Moi, en fait, à la base, du coup, moi j'ai une formation en computer science globale, quoi. Donc vraiment tout ce qui touche, voilà, toute la science derrière la machine, comment ça fonctionne, un langage de programmation, le réseau, etc. C'est des choses, voilà, j'ai touché à beaucoup de choses là-dessus. Et en fait, arrivé en troisième année de fac, je me suis intéressé à l'intelligence artificielle, donc au machine learning. Je trouvais ça super intéressant. Et j'ai commencé à me former tout seul et avec des MOOC, principalement le MOOC Coursera de Andrew Ng, qui est assez connu. Et j'ai adoré, j'ai vraiment adoré, surtout que ce MOOC, enfin, Andrew Ng, c'est un pédagogue hors pair. Et donc moi, j'ai fait tout l'été en fait, à faire ce MOOC, à faire mes propres projets, etc. Et j'ai vraiment adoré. Et je me suis dit, ça, c'est un domaine qui me branche pas mal, sachant que moi, j'ai toujours été intéressé par la frontière entre les mathématiques et l'informatique. Donc vraiment, la frontière entre les deux, ça m'intéressait pas de simplement développer des sites web, même si je pouvais le faire. Et je voulais vraiment, voilà, moi j'avais identifié ça, cette intersection, et je voulais vraiment aller à fond dedans. Et derrière, donc du coup, un des use cases du coup les plus connus du machine learning, c'était la data science. Donc j'ai décidé, du coup j'ai postulé du coup pour un master en data science. J'ai été refusé. Et du coup je me suis dit c'est pas possible, tu vois, je peux pas me dire c'est terminé, faire une croix sur mes rêves comme ça. Et en fait j'ai continué à faire ce que je faisais, c'est-à-dire que j'ai continué à me former tout seul, des MOOC, j'ai commencé à faire des petits projets, des Kaggle, etc. Quand le moment où il est venu de trouver un stage, du coup, je me suis dit, j'ai trouvé un stage en data science, même si mon master était du coup en développement, quoi, tout court. J'ai quand même trouvé un stage en data science. Et voilà, donc j'ai essayé de faire d'entretiens, j'ai été refusé partout. Et j'ai fini du coup par être recruté chez Mano Mano. Hmm. Et j'ai adoré le stage, j'ai adoré le test technique même, juste avant de rentrer. Et je me suis dit, c'est ça quoi. D'accord. Et en fait, le motif de ton refus en master, il était motivé ou pas? Parce Non, que vu que tu as fait pas mal de MOOC, tu avais quand même des certificats, à mon avis. si vous voulez, ça fonctionne pas, malheureusement, ça fonctionne pas vraiment comme ça. C'est juste comme ça en fait. Soit j'ai postulé trop tard ou voilà. Et puis, par exemple, là, j'ai un ami, pareil, qui était dans la même situation que moi, qui a été refusé pareil. Et lui, après, il a fait plein de démarches pour essayer de rentrer quand même. Alors que moi, je me suis dit, je suis parti défaitiste et j'ai pas essayé de faire de démarches. Lui, il a réussi à rentrer en dernier moment.
mais moi non, quoi. Parce qu'ils m'ont Mm. dit, ah bah non, du coup maintenant, on a derrière, on a déjà rempli le master. Donc voilà, c'était des questions, c'était effectivement, j'avais déjà pas mal de compétences, etc., mais j'ai quand même été refusé. Malheureusement, c'est comme ça que ça marche. Tu as continué ta formation en tant que, du coup, développeur en, euh, en gagnant en expérience plutôt du côté professionnel, donc à travers les stages que tu as pu réaliser ou à travers les projets personnels que tu as pu effectuer. Et donc, tu parlais des MOOC, C'est tu ça, parlais de Mano c'est ça. Mano. Est-ce que aujourd'hui tu peux justement considérer que ce parcours-là, pour toi, finalement, c'est l'un des meilleurs parcours pour débuter dans la data science? Ou enfin, est-ce que tu peux justement le conseiller aux autres? Ou est-ce que enfin, tu t'es vite retrouvé avec des déficits de par le fait que tu n'avais pas forcément la formation qui était adéquate? Ou pas du tout alors? Alors effectivement, effectivement, je pense que. Alors moi, je suis un peu anticonformiste, hein, donc j'ai voilà, j'ai certains conseils. Je pense qu'ils seront un peu à l'opposé de tout ce que les gens peuvent dire. Mais si tu veux, j'avais pas vraiment. En fait, j'avais pas tant de déficit que ça parce que en sortie, quand j'ai commencé le stage, j'avais globalement le même niveau de connaissance en machine learning que mes amis qui avaient fait le master. C'est juste, en gros, j'avais pas de connaissances en deep learning, en reinforcement learning. Mais ça m'intéressait pas, en fait, parce que c'était pas ce que j'allais utiliser en entreprise. Donc, tout dépend après de ce que les gens ont vraiment envie de faire. Moi, je pense vraiment c'est important de poursuivre sa curiosité au maximum. Et moi, je pense que, tu vois, aujourd'hui, je suis arrivé où j'en suis. J'ai quand même eu, je travaille avec Mano Mano, je travaille avec Alma. Je suis très content de ce que j'ai fait. Pourtant, pas mal de profs me donnaient perdant. Même déjà à la base au lycée, on me donnait perdant. Tout le monde m'a toujours donné perdant. Euh, Moi, je trouve que c'est dommage, tu vois, parce que n'importe qui est capable de réaliser ce qu'il a envie de faire, tu vois, à partir du moment où il a la motivation. Et cette motivation, elle vient d'où? Bah, elle vient du fait que tu es curieux et du fait que c'est vraiment ce que tu as envie de faire. Et c'est ça la question qu'il faut se poser. C'est pas, c'est difficile, est-ce que je vais y arriver ou pas? Oui, si, c'est les questions qu'il faut se poser. Je dis pas qu'il faut pas se les poser, mais c'est quand même important de faire ce que tu as vraiment envie de faire et de pas se dévier de ça pour des contraintes ou parce que des gens t'ont dit que tu n'allais pas réussir. C'est plutôt ça, du coup, ce que je tire de mon expérience, quoi. Tu as, tu as parlé de Alma, ça veut dire que après ton expérience chez Mano Mano, tu as continué en tant que salarié du coup. Non. Alors, du coup, chez Mano Mano, du coup, j'ai fait un stage. Ensuite, j'ai été recruté en CDI, salarié. J'ai continué pendant 1 an et demi après mon stage, donc 2 ans au total. Et ensuite, je suis parti de Mano Mano pour la simple et bonne raison que je suis arrivé dans le chez Mano Mano, on était 200. Je suis parti, on était 500. Ça commençait à devenir une grosse boîte. Je me sentais plus aussi bien que ça dans l'entreprise. Voilà, j'ai fait un burn-out, etc. Moi, je me sentais vraiment pas bien à Paris non plus. J'avais déménagé à Paris juste pour travailler en tant que data scientist chez Manon. Donc au début, ça se passait très bien parce que bah en fait le boulot, ça se passait super bien. En plus, mon stage, c'était un peu comme la fac dans le sens où il y avait 12 stagiaires. Donc en fait, on était 12 stagiaires en sortie de fac et du coup, moi, voilà, c'était une super ambiance. J'ai kiffé. En plus, du coup, c'était l'opportunité d'apprendre beaucoup de choses. L'opportunité d'apprendre tout en fait parce que Mano Mano, enfin, pour moi à l'époque, c'était la meilleure entreprise en data science si tu comptes pas les Facebook, Google, etc., dans les startups françaises, pour moi, c'était vraiment la meilleure équipe. Donc, j'ai appris énormément de choses, en fait, voilà, de tous ces gens, en fait, en plus, on avait une équipe diverse et variée. Moi, j'étais plus développeur. On avait des chercheurs en physique. On avait des profils plus machine learning, Kaggle, des profils plus maths. Et ça crée une diversité et une innovation incroyable. Mais bref, en tout cas, ça se passait plus bien parce que moi, voilà, je me sentais plus bien dans l'entreprise. Il y avait pas mal de gens qui étaient partis. J'étais pas bien à Paris, donc j'ai voulu partir.
Donc je suis parti et en fait voilà, j'étais en dépression au début et c'est arrivé le Covid, j'étais vraiment au fond, plus bactère quoi. J'ai commencé à voyager pour essayer un peu de retrouver du sens et j'ai fini par arriver à Tenerife en fin d'année et moi ça m'a transformé. Ça m'a transformé, je rencontrais des gens incroyables et ça m'a vraiment, j'ai envie de dire ah ouais, là je pense que je vais rester à Tenerife, je vais m'installer ici et je vais essayer de monter ma boîte. Parce qu'en fait j'ai essayé de trouver du freelance. Mais avec les conditions économiques du Covid, c'était très compliqué. C'était pas vraiment, il y avait rien du tout, quoi. Les boîtes comprenaient pas ce qui se passait. Il faut faire du télétravail, faut pas faire du télétravail. Donc, en fait, ils recrutaient pas beaucoup à ce moment-là. Donc, du coup, j'avais pas possibilité j'ai pas trouvé de boulot. Donc, je me suis dit, en gros, j'étais au chômage à ce moment-là. Il me restait encore un an. Et je me suis dit, en fait, je retardais toujours le fait de dire, euh, je vais lancer la boîte un jour, un jour, un jour. Je me suis dit, maintenant c'est fait quoi. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Ça n'a pas fonctionné. Et après, je me suis lancé en freelance et j'ai travaillé pour Alma en tant que freelance, en data engineering cette fois. D'accord. Et à ton avis, comment est-ce qu'on doit procéder aujourd'hui si on veut se lancer en tant que freelance? Parce que je remarque autour de moi, il y a des personnes qui veulent bien se lancer en tant que freelance ou en portage salarial, mais il y a une sorte de réticence encore. Donc, quel conseil tu pourrais donner aujourd'hui à ces personnes-là? Clairement, moi, voilà, j'ai fait beaucoup d'erreurs là-dessus. Aujourd'hui, je suis encore très très loin d'avoir tout compris en freelance. Euh, mais pour se lancer en freelance, avant de se lancer en freelance, avant de quitter votre emploi, il faut lancer votre marque personnelle. Il faut parler sur les réseaux sociaux. Il faut se constituer un réseau. Parce que c'est compliqué en fait. C'est compliqué si on n'a pas de réseau aujourd'hui. Et en plus, surtout, je parle de ça avant, peut-être il y a 2 3 ans, c'était pas nécessaire. On pouvait se lancer, trouver une mission, etc. Mais en fait, ce qu'il faut pas oublier qu'un freelance, en fait, même un employé, faut pas oublier que le principe, c'est vous vendez votre temps pour de l'argent. C'est même un employé, c'est juste il y a tout un système autour qui fait qu'on n'en a pas trop conscience et il y a voilà. Et on cotise pour le chômage. Du coup, s'il y a un problème, on a toujours le chômage qui peut arriver pour nous soutenir, etc. Mais en tant que freelance, du coup, vous avez beaucoup plus conscience de ça. Et en fait, le truc, c'est qu'en tant que freelance, tu peux te dire, ah, bah, c'est comme si j'étais employé, en fait. Derrière, je fais le même travail, etc. Mais en fait, un freelance, c'est vraiment un entrepreneur. Et ça, c'est important de l'avoir en tête. C'est-à-dire qu'il faut prospecter et il faut vendre vos services, il faut se construire un réseau. Parce qu'en fait, on peut être dans un cas de freelance. En fait, j'ai entendu des gens sur LinkedIn parler de ça, freelance cache doré, où en gros, bah, en fait, on a des missions qui arrivent et hop, bah, c'est très bien. On a des missions, peut-être une deuxième mission, peut-être une troisième mission. Et là, bah, les conditions économiques sont plus difficiles, comme maintenant. Aujourd'hui, les conditions économiques sont difficiles et c'est difficile de trouver du freelance pour beaucoup de gens. J'ai vu des gens, des freelances avec 20 ans d'expérience qui étaient sollicités tous les jours, qui Oui. aujourd'hui n'ont plus de demande en France. Donc aujourd'hui, le marché est difficile. C'est vraiment ce que je constate un peu partout, quoi, parce que la tendance est à l'internalisation. Les entreprises sont un peu plus réticentes à externaliser. En plus, derrière, il y a une crise économique qui fait que lever des fonds, c'est difficile. Donc en fait, les boîtes font des layoffs, c'est-à-dire qu'en fait, voilà, il y a des licenciements économiques. Donc c'est compliqué. Il faut avoir conscience qu'un freelance, c'est un entrepreneur. Et du coup, entrepreneur, c'est quelqu'un qui crée un réseau, c'est quelqu'un qui va parler aux gens, qui va parler à ses potentiels clients, qui va comprendre leurs problématiques. Et du coup, voilà. Et derrière, c'est ça qui est important, quoi. C'est créer sa marque personnelle et que les gens savent du coup qui vous êtes et que vous ayez des demandes D'accord. entrantes. Que moi, ma question, c'est de savoir est-ce que tu t'es déjà retrouvé confronté à ces problèmes que tu as justement énoncés et comment tu as fait pour les résoudre? Tu veux dire, le problème de ne pas avoir de C'est mission. ça, Ah exactement. bah bien sûr, ah bah bien sûr, parce que j'ai dit je me suis lancé en freelance, après avoir essayé de monter ma boîte, j'ai essayé de monter un SaaS. Voilà, mais bon, je savais que j'avais pas beaucoup de temps, j'avais beaucoup de dettes et tout, donc je savais que j'étais limité en temps, c'était plus exploratoire. Je savais que j'allais échouer entre guillemets et que j'allais devoir faire du freelance. Mais l'idée c'était quand même de voir ce qui était possible et du coup c'est ce que j'ai fait. Donc en fait j'ai commencé à me lancer, à me dire ok là ça va pas fonctionner, faut que je me lance en freelance en septembre 2021.
et j'ai signé mon premier contrat en avril 2022. Donc D'accord. ça m'a pris pas mal de temps, ça m'a pris 6 mois vraiment pour vraiment trouver ma première mission en freelance. Et je l'ai trouvé très honnêtement parce que j'ai eu de la chance. En gros, en gros voilà, j'arrive, voilà, j'enchaînais en début janvier. Je commence à trouver des petites missions. Je commence à enchaîner des petites missions comme ça qui me permettent entre guillemets de passer à chaque fois j'arrivais à 0 euros, j'arrivais à remonter à 2000 euros, hop, je te redescendais à zéro. Donc voilà, j'étais un peu dans cette oscillation-là. C'était un peu, je dépendais vraiment de petites missions. Derrière ça, en fait, j'avais emprunté pas mal d'argent. Et en fait, je suis arrivé au mois de mars, j'avais 20 000 euros de dette, pas de mission. Donc j'étais là en mode, ah ouais, mais là, c'est chaud. Là, en fait, Mince. là, du coup, là, j'ai poussé le bouchon un peu trop loin. Et ma famille, voilà, ma famille qui m'avait prêté un peu des sous, etc., me commençait à me dire, non, mais t'es vraiment sûr de ce que tu fais? Et je leur ai dit, bah, en fait, non, j'étais pas du tout sûr, en fait. Je Mm. pensais être sûr, mais quand j'ai vu ça, j'ai dit que c'était compliqué. Et en fait, mon problème, bah, déjà, le problème, c'est que, bah, en fait, j'avais pas de marque personnelle. Je savais pas du tout me vendre. Je savais pas expliquer ma proposition de valeur. Je savais pas qui étaient mes potentiels leads, donc potentiels prospects, les gens qui pourraient potentiellement devenir mes clients. En fait, je connaissais rien du tout, j'ai à l'arrache complet. Et en plus de ça, je me marketais en tant que data scientist, qui est du coup en fait ce que je faisais. J'étais data scientist à ce moment-là. Et c'est très compliqué de faire de la data science en freelance. Il faut avoir une marque personnelle très très forte. Il faut avoir vraiment un passif très fort. Enfin, ouais, il faut avoir une marque personnelle pour que les gens comprennent que tu es capable de leur apporter de la valeur en data science en peu de temps. Parce qu'en fait, la data science, c'est plus de la R&D. Donc en fait, les entreprises cherchent plutôt des gens en CDI pour bosser sur du long terme, quoi. Donc c'est compliqué de faire la data science en freelance. Et en fait, du coup, au mois de mars, 20 000 euros de dette. Et là, je me dis, là, je me lance sur Malte. En fait, je n'avais même pas créé un compte sur Malte. Je sais pas pourquoi. J'avais pas envie de créer un compte sur Malte. Je disais non, j'aime pas Malte. Bon, je vais peut-être créer un compte sur Malte. C'est quand même une plateforme de freelance, quoi. Je crée un compte sur Malte et je me définis pas comme data scientist, mais comme data engineer. J'avais déjà bossé en temps. Je connaissais, je savais comment ça fonctionnait, mais j'étais pas un vrai data engineer. Et au bout de 2 jours, j'ai Alma qui me contacte. On a besoin d'un data engineer. On fait le call, ça match et je commence à bosser pour eux, quoi. Et ma première facture est payée au mois de mai. Et du coup, j'ai réussi à payer mes dettes aujourd'hui. Et j'ai réussi à m'en sortir. Mais clairement, j'ai eu un peu de chance. Enfin, c'est Vra- un mélange de chance. C'est comme tout, hein. Tout dans la vie, il y a toujours de Ouais. la chance. Mais il y a quand même eu un gros facteur chance, quoi. Parce que je me suis orienté en tant que data engineer au dernier moment. C'est vraiment un dernier espoir. Je me dis, ça n'a même pas fonctionné Ouais. de toute façon. Et ça a fonctionné. En tout cas, je te remercie pour ta sincérité parce que là, on est vraiment face à un témoignage très, très poignant parce que c'est rare déjà que les gens qui ont du succès aujourd'hui parlent de leurs expériences passées enfin, qui ont mal tourné. Et justement, on se rend compte à travers cette histoire que tu n'as rien lâché, que jusqu'au bout, même quand il y avait plus rien, enfin, il y avait plus de raison d'y croire, tu t'es accroché et finalement, tu as pu te sortir de l'eau parce que quelque part, tu as aussi changé un peu enfin, la façon de te vendre. Donc ça veut dire qu'il faut C'est ça. toujours, et c'est ce que je pense, enfin, ce que je pense aussi, c'est qu'il faut toujours se poser les bonnes questions. Et je pense que c'était ce que tu as fait à un moment donné. Tu t'es demandé, est-ce qu'il ne faut pas par hasard que je m'inscrive sur des plateformes de freelancing? Est-ce qu'il ne faut pas que je change le métier pour lequel je me vends? Donc tu t'es vraiment remis en question. Et Bah, ça, c'est nécessaire. Ouais, Bah, c'est nécessaire en fait. Il y a un moment, si ça fonctionne pas, c'est pas parce que vous êtes incompris, c'est pas parce que les gens ils sont méchants. Si ça fonctionne pas, c'est qu'il y a un problème, hein. C'est que ouais, vous avez pas compris comment ça fonctionnait et du coup, quand vous vous êtes rendu compte de ça, bah, il faut pivoter. Le pivot, c'est pas que pour les startups, c'est pour tout dans la vie. Quand vous voulez accomplir quelque chose, et vous avez un plan, vous savez pas, personne sait comment ça fonctionne, hein. ouais. Tous les gens, tu dis, ah oui, les gens qui sont successful, etc. Tous ces gens-là, ils ont échoué 10 000 fois d'arriver au succès. Et je considère pas aujourd'hui que je suis arrivé au succès. J'ai pas encore créé mon SaaS et je suis encore très très loin. Mais ouais, en fait, il faut avoir cette persévérance parce que j'aurais pu abandonner. J'ai réfléchi à abandonner 10 15 fois. Mais même avant, même en fait, quand je travaillais en tant que data scientist,
En fait, quand je cherchais mon stage, tous les gens me recalaient. Je me suis dit, mais c'est pas possible, il faut abandonner. Je vais abandonner, tu vois. Mais oui, en fait, si tu persévères pas, tu, tu peux pas réussir. Ça veut pas dire que si tu persévères, tu vas forcément gagner. Mais ce qui est important de savoir, c'est que quoi qu'il se passe, tu vas forcément apprendre. L'échec, ça veut rien dire parce qu'en fait, tu es en train de vivre une expérience, voilà, tu es en train de créer un truc. Voilà, tu veux lancer une entreprise, tu veux changer de métier, tu as envie de faire ce truc-là qui est difficile. Même si ça fonctionne pas, en fait, dans le processus, tu vas apprendre des choses. Et tout ce que tu as appris, ça n'a pas zéro valeur. Tu vas pouvoir le réexploiter derrière. Donc, moi, je vous le dis, tous les gens qui ont du succès aujourd'hui, ils n'ont pas eu du succès du jour au lendemain. Tous ces gens-là, ils ont échoué 1000 fois avant de réussir une fois. Merci beaucoup pour ce témoignage, Brice. En plus, je me dis que pendant ce moment assez compliqué, tu aurais peut-être retourné en tant que salarié, mais tu ne l'as pas fait. C'est parce que tu avais aussi un objectif. Tu nous l'expliques un peu Je parce voulais que pas. oui, je me suis posé cette question, mais pourquoi il s'est pas retourné dans une entreprise en tant que salarié? Moi, je voulais pas. Ça m'intéressait pas, tu vois, parce que le problème, tu vois, le truc que j'ai, c'est que moi, je suis un généraliste et moi, j'ai envie de toucher à Oui. tout. J'ai pas envie de m'ultra spécialiser dans la data science, j'ai pas envie de m'ultra spécialiser dans la data engineering. Et en tant qu'employé, j'aurais pas de choix que de faire ça, tu vois. Et parce qu'en fait, des entreprises, à part des entreprises, des startups en, voilà, qui ont 10 employés, etc., des early stage, ouais, ils sont intéressés par des gens, par des employés, du coup, qui touchent un peu à tout. Mais moi, en fait, quitte à faire ça, en fait, je préfère monter ma propre boîte, en fait. Je préfère avoir moi-même le contrôle des décisions à 100%. Je trouve ça plus intéressant. Et après, derrière aussi, le fait est qu'en freelance, en fait, comme j'ai envie de monter ma boîte, le fait de faire du freelance, ça me permet en fait de pas cotiser pour le chômage, etc. Et d'avoir en fait tout cet argent qui serait cotisé pour le chômage, de l'avoir directement sur mon compte pour le réinvestir dans mes projets, ce qui n'est pas le cas si j'étais salarié en fait. Donc ça veut dire que si j'étais salarié, pour moi, ça revenait un peu à faire une croix sur mes projets entrepreneuriaux. Mais le freelance, non, le freelance c'était plus un passage. C'était plus entre guillemets un détour. Pas un détour en fait, le seul chemin qui permettrait peut-être d'arriver à mes objectifs à terme, quoi. Et en plus de ça, en tant que freelance, bah, c'est facile de dire ah bah t'as une mission en data engineering, je prends. Une mission en data science, bah je prends. Une mission en analytics engineering, je prends. En fait, c'est plus facile de travailler sur plusieurs, même si en fait, même si je suis spécialisé, ça me dérange pas tant que ça dure 3-4 mois et après je fais autre chose, quoi. Est-ce que tu peux Voilà. parler un peu de la raison pour laquelle ton SAS n'a pas finalement fonctionné au tout départ? Est-ce que c'est le manque d'expérience, le manque de connaissances, ou c'est tout autre chose? Non, c'est le fait de pas résoudre. Bah oui, le manque de connaissances, forcément, parce que du coup, aujourd'hui, je comprends pourquoi j'ai échoué. Mais c'est très simple. C'est en fait, vous voulez créer une entreprise. Si vous voulez créer une entreprise, il faut résoudre un problème réel. Donc d'abord, il faut s'assurer que ce problème existe. Parce que si tu veux, en tant qu'entreprise, surtout en tant que développeur, on se dit, ah, il faut que j'ai l'idée, je vais créer ce produit. Ah, ce produit, ça pourrait être pas mal, tiens. Mais en fait, non, en fait, parce que quand tu penses comme ça, tu penses solution, tu penses pas problème. Les gens, ils s'en foutent que tu aies une solution. En fait, si, ils sont intéressés si tu as une solution qui résout un problème. Et c'est très clair que la solution, elle résout ce problème. J'avais pas ce problème, j'avais pas de problème que j'étais en mesure de résoudre clair et net et précis. Et c'est pour ça que ça n'a pas fonctionné. Mais si tu veux, d'ailleurs, on se dit toujours qu'on veut se lancer en entrepreneuriat, il faut une idée, il faut une idée. Non, moi je pense déjà de base, si tu investis 8 heures de ton temps à travailler pour une entreprise, bah c'est 8 heures de ton temps que tu n'as pas pour réfléchir à l'idée que tu pourrais avoir déjà. Donc en fait, le première étape de l'entrepreneuriat, alors, si je me lance aujourd'hui, tu vois, si je devais tout refaire, ma première année, bon après tout refaire, je suis encore très loin. Je te dis, j'ai pas, voilà, j'espère que ça va fonctionner au final, mais j'ai aucune garantie là-dessus. Mais dans tous les cas, je m'éclate, donc c'est ça qui compte. Mais du coup, je me focuserai sur le marketing
comment marque personnelle, je construis une marque personnelle parce qu'en fait derrière, vous n'allez pas résoudre n'importe quel problème. Tu vois, c'est ridicule de dire, je vais te dire, ah, c'est quoi le problème qu'il faut que je résolve? Ah, ça a l'air de fonctionner. Non, en fait, il faut se réfléchir par rapport à l'intersection entre tes compétences, ta passion vraiment et les problèmes réels et trouver cette intersection-là, qui est en fait trouver l'ikigai. Hein. L'ikigai, ce concept japonais qui, du coup est exactement ça, mais au global, dans la vie, quoi. Et en fait, l'intersection de tout ça, en entrepreneuriat, comment ça se matérialiserait, ce serait la marque personnelle, en fait. Parce que tu vas commencer à parler des sujets qui t'intéressent, tu vas commencer à échanger avec des gens, et ce processus itératif, il va te permettre d'arriver à un terme, de se dire, ah ouais, ça, ce problème-là, en fait, tu vas voir des problèmes, plein de problèmes, et tu vas dire, ça, c'est un problème qu'il faut que je résolve, quoi. Donc moi, aujourd'hui, tu vois, par exemple, j'ai une expérience en data science, une expérience e-commerce, bah, ça fait sens, tu vois, d'aller parler à des e-commerce, de comprendre leurs besoins, et derrière d'utiliser mes compétences, non pas, enfin voilà, mes compétences comme un outil pour résoudre ce problème-là, et voilà, résoudre ce problème-là, et après convaincre les gens que je suis en mesure de résoudre ce problème-là pour qu'ils travaillent avec moi, quoi. Et est-ce que tu te sens prêt aujourd'hui pour retenter l'aventure de création d'une entreprise? Ou bien à quel moment est-ce que tu penses que tu seras prêt pour réessayer? En fait, c'est un processus que j'ai jamais vraiment arrêté dans le sens où il est toujours en background, je suis toujours en train de réfléchir. Et là, tu vois, j'ai arrêté ma mission chez Alma en décembre. Non pas parce que ça me plaisait pas ou pas, mais parce que, bah si, parce que j'étais fatigué déjà de base. Parce que j'ai commencé une mission en étant fatigué, parce qu'en fait, je dormais pas, j'étais un peu en dépression. J'ai commencé à bosser chez Alma, et malgré la fatigue, et j'ai fait tout au bout de l'année, mais au bout de l'année, j'étais lessivé. Et du coup, je me suis arrêté aussi parce que je voulais réfléchir à ma vision. Donc, je suis revenu à Tenerife 3 mois. J'ai pris 3 mois de vacances pour un peu réfléchir, comme j'avais fait à l'époque en 2020. Et ouais, là, j'ai une vision. On va voir comment ça fonctionne. Mon objectif aujourd'hui, c'est de solidifier mon freelance. Parce que malgré tout ce que je dis, je suis très très loin. Je dis créer une marque personnelle. Moi, je ne l'ai pas créée, ma marque personnelle. Je suis en train de la créer. Mais je me suis rendu compte de l'importance de ce truc-là cette année, quoi. Ouais. Donc voilà. Donc juste ce processus-là, c'est pas noir ou blanc. C'est pas 0 ou 1. C'est un processus qui est toujours en background. Et peut-être que voilà, je vais avoir une idée là tout de suite et je vais lancer le projet et ça a fonctionné, quoi. Mais là, mon objectif, c'est quand même d'être plus opérationnel sur le freelance. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, je cherche à construire mon entreprise en bootstrap. Qu'est-ce que ça veut dire bootstrap? Ça veut dire financer l'entreprise avec mes propres fonds. J'ai pas envie de lever des fonds. Parce qu'en fait, à partir du moment où vous levez des fonds, en fait, vous êtes condamné à faire 1 milliard et à attaquer un marché compatible avec ces 1 milliard. C'est pas mon objectif. Derrière, ça, c'est beaucoup d'heures de travail, il faut recruter des gens. Moi, j'ai envie d'être tout seul. Donc, moi, j'ai envie de bootstrapper. J'ai pas envie d'avoir ces contraintes-là. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire le bootstrap? Bootstrap, ça veut dire, si tu veux financer ton entreprise avec tes propres fonds, ça veut dire que ton objectif premier, ça doit être cash flow, en fait. Tu dois faire de l'argent parce que c'est comme ça que tu finances. Ouais. Et c'est ça aussi l'erreur que j'ai fait à la base, c'est que j'ai essayé plein de trucs, etc. Mais je ne me suis pas concentré sur le cash flow. Et aujourd'hui, c'est quoi? Comment tu atteins le cash flow? Bah, c'est le freelance en fait. Mm. Parce que le freelance, derrière, bah, une fois que tu as convaincu le client que tu es capable de résoudre le problème, bah, c'est facile d'avoir, bah, tu peux avoir un TJ voilà, entre 500 et 700 euros au jour. Bah, ça, derrière, c'est un financement incroyable pour pouvoir créer des produits derrière. Et en plus, tu as déjà le pied. Si tu fais du freelance pour une entreprise que tu aimes bien, c'est une industrie que tu aimes bien, etc., bah, tu peux peut-être leur vendre d'autres produits Ouais. derrière. Peut-être même un SaaS, peut-être même autre chose. Waouh, merci beaucoup pour cette précision. Je pense que ça va vraiment nous aider, Émilie et moi. C'est une information en tout cas qui est très importante. Bah, merci à vous, en tout cas, du coup, d'avoir mis en place cet échange. Moi, j'avais jamais fait de podcast. Du coup, je me suis dit, bah, ouais, ça peut être intéressant de faire un podcast. Donc, c'est super cool.